Aujourd'hui, j'accueille Maxence qui est avant tout un très bon ami et avec qui je suis allé au workshop des Hormozy à Las Vegas il y a maintenant 2 mois. On a appris à scale nos entreprises auprès des Hormozy et de leur équipe. Et Maxence, dans son cas, a pour business principal une agence marketing avec laquelle il faisait 75 000 euros par mois au moment d'aller au workshop. Et les Hormozy lui ont donné un défi, c'est de doubler son chiffre d'affaires en 4 mois, donc d'ici à septembre. Et pour ça, Maxence a dû mettre en place une toute nouvelle stratégie de prospection et d'acquisition clientèle. Ce qui est intéressant ici, c'est que sa méthodologie de prospection, elle pourrait très bien s'appliquer à quelqu'un qui démarre de zéro. Et aujourd'hui, il a accepté de nous la partager de A à Z. Alors je l'ai questionné sur plein de points autour de sa méthode de prospection. Donc il nous partage tout, donc exactement comment il fait pour trouver des clients aujourd'hui pour passer de 75 000 euros à 150 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc même si vous démarrez de zéro, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous en servir donc pour trouver vos premiers clients. Et si vous êtes déjà bien lancé, comme c'est son cas, eh bien vous pouvez vous en servir pour scale et passer au prochain niveau de succès. Donc je vais vous laisser regarder cet échange que j'ai eu avec Maxence, mais avant tout, il y a un truc important, c'est que dans le début de l'échange, Maxence explique qu'il a choisi de se nicher, donc de varier les niches, mais à chaque fois de faire des prospections sur des niches bien précises. Donc vous allez peut-être vous poser la question de quelle niche prospecter et comment savoir si une niche est bonne ou non. Et pour ça, je vous ai préparé quelque chose, c'est une liste de niches à fort potentiel. Et je vous l'ai mis juste ci-dessous en description, c'est entièrement gratuit. Vous allez juste vous y inscrire et dans les secondes qui suivent, vous aurez accès à une liste de niches que vous pouvez aller démarcher, que ce soit pour des sites web ou pour vendre de la publicité en ligne comme Google Ads, Meta Ads, etc. Donc je vous laisse aller voir ça en description, c'est entièrement gratuit. Et maintenant je vous laisse avec l'échange que j'ai eu avec Maxence. Hello Maxence, ça va bien? Hello Valentin, ça va bien et toi? Ça va super, au top. Est-ce que tu es prêt à nous partager ta méthode de prospection pour aller chercher tes 150 000 par mois avant fin 2024? Bah écoute, avec grand plaisir, hein. 150 000, ça permettra de faire l'objectif x2, donc c'est la méthode de prospection que j'ai choisie et plaisir pour en parler. Ok, écoute, au top. Et je le rappelle ici, je l'ai dit dans l'intro, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de répéter, ce genre de petits formats, donc des interviews, mais plus court format, sur des sujets bien définis, bien délimités. Mais si on pouvait en faire un toutes les quelques semaines, toutes les 2, 3 semaines, ça pourrait être sympa. Comme ça, à chaque fois, on vient creuser les trucs bien intéressants pour la croissance d'une agence, des sujets intéressants. Je pense que ça va plaire, ça va plaire. Et puis comme ça, vous, en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez et les différents sujets qu'on devrait aborder avec Maxence dans les futures vidéos qu'on fera. Alors, est-ce qu'on ne démarrerait pas par une présentation rapide? Maxence, est-ce que tu peux nous rappeler ton activité, donc ton business, tes chiffres, tes objectifs? Yes, bah du coup, moi ça fait depuis 2021, début 2021, que j'ai l'agence Make Sense for Digital. Historiquement, on ciblait surtout des e-commerçants, après on s'est ouvert à différents types de business, avec un gros cœur d'activité sur le paid, donc aussi bien Google Ads, Facebook Ads, Pinterest Ads, etc. On est 10 personnes aujourd'hui, basées à Lille, et on a un récurrent à 75 000 euros par mois, qui a un peu évolué depuis Hormozy du coup, mais partons de cette base-là. Plus une activité création de site web et optimisation de landing page, où il y a moins de récurrents, et du coup, je compte pas dans les 75 de récurrents. Ok, très cool. Et tu viens de citer Hormozy, petite mise en contexte, on a fait ensemble l'atelier donc de Acquisition.com, qui est un fonds d'investissement américain qui est créé par Alex et Leila Hormozy, donc un couple de gourous entrepreneuriaux américains ultra chauds qu'on adore. On est fans tous les deux depuis longtemps et ils nous ont mis un bon coup de pied au cul qu'on y est allé il y a maintenant 2 mois. On y retourne dans 2 mois. En septembre, on est de retour chez eux. Et ils nous ont mis le même coup de pied au cul en fait à toi et à moi, hein, c'est de monter des process commerciaux beaucoup plus agressifs pour scale nos business respectifs. Et en fait, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est de ce que tu as mis en place pour justement doubler ton chiffre d'affaires en seulement 4 mois, 4 5 mois. En fait, faut le dire quand même, tu as mis 2 ans, 3 ans pour arriver à ce chiffre d'affaires aujourd'hui et on te demande de le doubler en 3 4 mois. Donc, c'est sportif, mais j'imagine que du coup, il y a des leviers intéressants dont on peut parler aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place du coup pour ces prochains mois? Bah, en fait, le point principal du workshop sur lequel ils m'ont challengé, c'est le fait que moi, je faisais que de l'inbound marketing. Donc, c'est-à-dire, je faisais pas de prospection en externe, je laissais les gens venir à moi. Le problème de ça, c'est que c'est quelque chose que tu contrôles pas. Moi, je faisais énormément d'acquisitions via mon contenu sur LinkedIn ou via le podcast. Sauf que demain, LinkedIn décide de me bannir de la plateforme. Je suis plus en contrôle de mon acquisition. Mes podcasts ne rankent plus sur Apple, ils sont plus écoutés par mes prospects, donc j'ai plus de clients. Et donc, on m'a challengé sur l'outbound, donc le fait d'aller chercher ses clients. Et ça m'a forcé, ça m'a sorti les doigts de là où je pense, pour aller chercher des clients de manière proactive et donc démarrer tout ce qui est la prospection classique. Sauf que il y a un point à comprendre avant d'aller plus loin, c'est que moi je déteste ça. Je déteste
même le principe de prospection d'aller voir des gens pour les embêter de manière financière. Et donc, c'est là où ils m'ont dit, si, il faut que tu trouves ta méthode, il faut que tu trouves ton moyen. Et aller chercher un x2 de chiffre d'affaires en 4 mois, tu ne peux pas le faire avec de l'inbound classique. Donc, ça m'a forcé à mettre en place des techniques de prospection qui me conviennent quand même, qui sont raccord avec mes valeurs et, mine de rien, ce que je suis capable de faire au quotidien et de pas juste le faire pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines et où après ça tomberait comme un soufflet. Et donc, c'est cette approche-là, je pense que tu souhaiterais que je partage aujourd'hui parce qu'elle peut aussi parler à d'autres personnes, à mon avis. Euh, et c'est quelque chose qui a mis, j'allais dire un peu de temps à démarrer, mais ça fait que 2 mois. Donc, on voit déjà les effets en moins de 2 mois. Donc, finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est long? Je suis pas sûr sur la prospection. Mais, euh, mais ouais, c'est un système agréable, on va dire. Bah écoute, oui, c'est exactement ce que j'aimerais que tu nous racontes. Et juste avant, déjà, c'est intéressant parce qu'il y avait deux red flags de la part de Hormozy concernant le fait de trouver des clients en organique. Du coup, déjà de un, tu l'as dit, c'est que tu dépends d'une source principale, donc c'est une baisse dans la valorisation de ta boîte, hein. Lui, il m'expliquait comment valoriser une boîte, et donc on sait qu'il y avait un critère qui t'enlève des points de valorisation quand tu dépends d'une source. Et puis le deuxième point, c'est que l'organique, même si c'est magnifique et c'est ce qu'il y a de plus rentable, on va pas se le cacher, bah ouais, on n'a pas la maîtrise dessus, quoi. Enfin, s'il y a un contenu qui devient viral ou pas, on peut pas le choisir. Et donc, effectivement, comme tu l'as dit, il nous a bien expliqué que pour maîtriser notre scaling, bah, faut maîtriser la source d'acquisition clientèle. Mais alors, là où je voulais revenir avant que tu nous partages ta méthodologie, c'est que certains ici vont se dire que parce que tu fais 75 000 par mois, c'est facile pour toi de mettre en place un système qui va te trouver des clients. Mais je tiens à rappeler que c'est pas le cas parce que jusqu'à aujourd'hui, tes clients, tu les as trouvés avant tout donc par l'organique, par le réseau. Et pour mettre un peu de contexte, tu avais déjà fait des tentatives de prospection dans les derniers mois, dernières années, notamment en déléguant la prospection. Ouais, avant ça, je m'étais forcé, mais de manière peut-être un peu irréfléchie ou un peu aléatoire. J'avais testé, j'ai embauché 2 fois un business developer commercial, etc., à 2 ans d'écart, avec un fail dans les 2 cas. La première fois, j'ai mis 6 mois avant de faire sortir la personne. Et la deuxième, en 2 semaines, je m'étais décidé pour le coup, parce que je savais que ça ne le ferait pas. Euh, Ça, pareil, c'est clin d'œil à Hormozy qui m'a dit qu'en gros, un commercial en 7 jours, tu sais s'il va rester ou pas. Mais ça ne marchait pas. Je voyais pas d'objectif à remplir, en tout cas, je pensais pas clairement que la personne allait m'apporter des résultats avec une prospection classique. Chacun arrivait avec ses méthodes, qui sont les méthodes que tu vois partout sur YouTube, sur LinkedIn, etc., avec du cold email, des approches hyper dégueulasses. Et ça m'allait pas. J'avais essayé de faire du trifouillage sur des outils comme Lemlist, Instantly, etc. Pareil, ça marchait pas, mais j'y mettais peut-être pas assez d'énergie non plus. Mais bref, j'avais fait quelques incursions dans le monde de l'outbound, sans jamais que ça dure plus de 6 mois pour la commerciale, mais les autres efforts, c'était 3 mois maximum avant de me dire ça ne marche pas. Donc, gros fail sur la partie outbound dans le passé. Ouais. Donc, même si tu fais beaucoup d'argent aujourd'hui, ça n'empêche pas que c'est pas forcément un facilitant pour la suite, parce que finalement, tu avais trouvé d'une autre façon tes précédents clients, donc tu as finalement la même problématique que quelqu'un qui démarre de zéro et doit créer son propre système d'acquisition clientèle. Tu le vis de la même façon. Ouais, je dirais même presque c'est pire parce que tu as 75 000 à gérer en récurrent avec une équipe en place, du temps de management, du temps de gestion. Et en fait, tu es déjà très pris par le run. Tu pourrais dire, bah, en fait, j'ai pas le temps d'aller prospecter. C'est facile de procrastiner en prospection en plus. Donc, limite, si j'avais moins de clients, j'aurais plus de temps et donc je pourrais plus facilement mettre en place des moyens. Mais c'est aussi une bonne excuse pour se dire, bah, il y a toujours une bonne excuse pour ne pas bien faire de l'outbound, j'ai l'impression. Ouais, c'est un bon point, ça. C'est un bon point parce que finalement, alors là, on va avoir l'impression que bientôt il va falloir pleurer sur ton sort, mais c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on veut. Mais effectivement, on devrait être comparé plutôt à quelqu'un qui se lance en ayant une activité de cadre à côté avec du management et tout. Donc finalement, aujourd'hui, si on fait le point, donc t'as pas de ressources particulières au niveau vente au moment où tu as été voir Hormozy, du moins tu n'avais pas de ressources particulières en vente, pas d'expérience personnelle particulière et pas beaucoup de temps à y consacrer. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie de prospection suite à Hormozy, au workshop, pour aller doubler ton chiffre d'affaires? Et je précise, je le dis tout de suite, hein, la méthode que Maxence va partager ici, on a déjà parlé parce qu'on était ensemble à l'atelier, puis on se parle quasiment tous les jours, c'est une méthode que vous pouvez mettre en place dès le début de votre agence. Donc, c'est-à-dire que quand vous partez de zéro, vous pouvez le mettre en place de la même façon. Donc, écoutez bien jusqu'à la fin parce que c'est super pertinent et vous pouvez le mettre en place demain si vous voulez.
Et surtout, il y a pas, comme tu le dis, il n'y a pas besoin d'avoir un track record exemplaire sur le sujet. Ça peut aider quand je vais utiliser des use cases ou des choses comme ça, mais ça ne vient pas au début de la conversation avec la personne. Après, ça rentre dans des thématiques de closing, mais ça n'a rien à voir avec la prospection. C'est vraiment des Hmm. techniques de vente à la fin. Mais la prospection, du coup, ce que j'ai mis en place, je suis reparti de mes assets. Tu en parles régulièrement, de dire, bah, c'est quoi les outils que tu as au quotidien? Qu'est-ce que tu as dans ta boîte à outils de patron d'agence que tu peux utiliser? Moi, j'ai LinkedIn où je publie régulièrement, j'ai l'habitude d'écrire du contenu. Tout le monde peut écrire du contenu avec du temps, etc. Mais je me suis dit, c'est une plateforme que je connais quand même bien. J'ai une dépendance avec cette plateforme, ça c'est un sujet. Mais je sais que je peux aller contacter des personnes sur cette plateforme-là. Je peux les trouver. J'ai mon abonnement Sales Navigator qui tourne. Je peux trouver les personnes qui sont dans ma cible. Et ce que je fais, c'est que j'ai remis de quoi les inviter au quotidien. Comme ça, j'ai des personnes qui rentrent. C'est des prospects très froids qui vont rentrer et voir mes contenus. Ça, c'était déjà le cas avant. Par contre, ce que je fais, c'est que mon nouvel outil, c'est pas le flux de posts LinkedIn. Limite, j'y vais plus ça, mais je vais passer beaucoup de temps dans la messagerie LinkedIn. Et qu'est-ce que j'y fais? En fait, je parle à des gens. Toutes les personnes qui like mon contenu, qui viennent d'arriver et qui sont dans ma cible et que je trouve pertinentes, je vais aller initier des conversations, mais pas les conversations un peu à la con que tout le monde te dit de faire, où tu dis avez-vous déjà pensé à faire de la pub Facebook, machin, ça on s'en fout. Et surtout, j'aime pas ça. Mais moi, je vais voir les gens en me disant, avant de démarrer ma session où je me mets dans la messagerie, je me dis, je vais aller aider des gens. C'est Hmm. bête, méchant, on pourrait croire que c'est un sujet un peu limite bouddhiste ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de psychologie derrière, c'est juste que ça te met dans un état d'esprit où tu ne vas pas vendre quelque chose aux gens. Là, tu ne penses pas à la vente, tu ranges ton cerveau de commercial et tu vas initier des discussions avec des gens. Tu vas créer du lien avec des humains, des personnes qui peuvent avoir besoin de tes services. Tu peux discuter avec n'importe qui, mais c'est pas le but. Tu vas discuter avec des gens qui, un jour, éventuellement, pourraient être tes clients. Ça, c'est la première base à faire. Tu vas donner pour recevoir et effectivement, je tiens à bien dire, c'est pas du tout quelque chose de. Enfin, faut le prendre au sérieux parce que ça, c'est un conseil qui nous vient directement, notamment de Alex Hormozy, qui donne tout son contenu gratuitement et ne vend que l'implémentation. Et il le dit tout le temps, donner pour recevoir. Et pourtant, c'est un gros capitaliste, hein, il n'y a pas de problème. Donc, donner pour recevoir est effectivement probablement une des meilleures façons de vendre. Et c'est le sujet où, en fait, si tu n'as rien à apporter, de toute façon, les gens ne te donneront pas d'argent, parce qu'ils te donnent de l'argent en échange de quelque chose qui a de la valeur pour eux. Donc, dans tous les cas, le but, c'est de se placer comme quelqu'un qui est pas forcément un leader d'opinion, mais quelqu'un qui est là pour aider. Et du coup, tu commences la discussion, tu connais pas forcément la personne, tu regardes un peu de quoi elle peut avoir besoin, quelles peuvent être ses problématiques en ce moment. Là, ça dépend un peu, tu regardes un peu si la personne elle a une actu, selon si elle a liké tel ou tel post, selon si elle a tel ou tel poste dans telle ou telle entreprise, tu imagines des problématiques qu'elle peut avoir. Tu n'arrives pas en disant vous avez probablement ce problème-là, tu viens et tu demandes bah, déjà comment ça va, si tout se passe bien. Tu peux poser des questions sur l'activité, tu peux poser des questions sur des chiffres de marché que tu as été chercher. Si tu es sur une liste de prospection, sur une verticale particulière, bah, tu dis j'ai remarqué que dans l'univers du mobilier, la croissance était plutôt autour de 3%, c'est un peu light. Comment vous gérez ça chez machin? Et c'est limite déjà trop intrusif. Il faut être moins intrusif que ce que je viens de dire, mais en général, tu trouves quelque chose à dire parce que tu as ce qu'on appelle le common ground. Chez les ricains, tu cherches à trouver le truc qui va faire en sorte que la personne te réponde. Est-ce que vous avez fait la même école? Est-ce que vous venez euh, du même secteur géographique? Est-ce que vous avez tous les deux fait des études à un endroit ou un autre? Ou si la personne elle a étudié en Irlande et tu as été passé un week-end à Dublin. Enfin, tu vois, tu trouves toujours un petit truc qui accroche. Et limite, au plus tu es loin du boulot, au plus c'est facile de connecter. Parce que au moins, les gens sont en mode levée de bouclier, en mode il va me vendre quelque chose. Parce que les gens aujourd'hui, ils sont sursollicités, ils veulent pas qu'on leur vende des choses, ils veulent qu'on s'intéresse à eux. Et le but premier pour initier la discussion, c'est de s'intéresser à eux. Donc ça, c'est la première étape. Excuse-moi, on s'entend que dans ton premier message, du coup, t'envoies pas juste bonjour, comment ça va? Tu vas quand même amener une première information, donc le, le, le point commun dont tu parlais tout à l'heure, tu vas l'amener dès le premier message quand même pour pas juste. Parce que moi, les salut, ça va que je reçois en DM Instagram, ça peut péter un boulon. Donc on est d'accord que tu vas, dès le premier message, amener un truc.
Ouais, l'idée c'est d'arriver et de vraiment se positionner comme quelqu'un qui s'intéresse et pas quelqu'un qui est en demande, surtout pas. Et par exemple, tu vois, moi je produis pas mal de ressources ou d'articles sur les sujets du paid et du marketing digital en général. Si je vois que la personne, elle a un e-commerce et que je viens de faire un article sur les flux produits, typiquement, je vais dire, bah tiens, euh, je sais pas si ça t'intéresse, mais j'ai vu que vous étiez en e-commerce. J'ai écrit cette ressource sur les flux produits. Je suis curieux d'avoir ton retour. Voilà, juste comme ça. Là, c'est si t'as pas de common ground et que tu as juste cette accroche-là. Et après, si tu dis, bah tiens, j'ai vu que on est tous les deux fans de Berlin. J'y étais en 2010. Et toi? Point d'interrogation. Et toujours mettre une question pour que la personne rebondisse. T'arrives pas avec juste un fait, sinon la personne n'a rien à répondre. Mais oui, dès le premier message, sinon la personne n'a aucun intérêt de te répondre. Ok, donc tu identifies une industrie, donc une verticale, une industrie qui t'intéresse, les personnes enfin, intéressantes dedans via notamment LinkedIn Sales Navigator, et tu prends contact avec elles par LinkedIn généralement, avec un premier message qui est soit sur un point commun que tu as identifié en fouillant, en stalkant un peu la personne, soit quelque chose un point commun que tu vas créer à partir de la réalité professionnelle de la personne. Donc si elle a un e-commerce, tu envoies une ressource, tu donnes de la valeur dès le début finalement. C'est ça. Et après, ça peut initier d'autres questions parce que petit à petit, tu arrives sur très vite le quotidien, les problèmes du quotidien de la personne. Et le but, c'est pas de direct aller vers un call. T'en as beaucoup qui font du setting en ce moment, c'est à la mode, pour dire bah, il faut vite setter vers un call de closing. Hmm. Moi, j'aime pas ça parce qu'en plus, ça baisserait mon taux de closing. Je suis fier, il est à 80%, je suis très content. Donc, je veux pas le baisser. Euh, L'idée, c'est de déminer et de créer presque de la dette morale en résolvant déjà des problèmes de la personne en asynchrone comme ça, en mode ah bah oui, tu tombes bien avec ta ressource sur le flux produit parce que on a des produits qui sont refusés tout le temps. Ok, c'est un problème, c'est une douleur. Et du coup, normalement, quand tu connais bien ton métier, ou au pire, toi-même, tu vas aller chercher, si c'est un prospect qui est intéressant, tu vas chercher la ressource, tu te dis tiens, c'est un problème intéressant, je pourrais l'avoir sur mes propres clients, je vais aller regarder et je vais essayer de lui trouver la réponse ou trouver des éléments de réponse. Et tu arrives et tu lui donnes. Et c'est cadeau, en fait. Tu vas pas dire, bah tiens, justement, nous, avec nos clients, on fait machin. Non, non, tu lui donnes, c'est tout. Et la personne, elle l'a bien vu si tu as mis ton titre LinkedIn, comme quoi tu as une agence ou des consultants ou quoi que ce soit. La personne, elle voit bien que tu as des clients et que tu gères. Donc, juste, tu lui donnes la réponse, cadeau, en fait. Parce que tu n'arrives pas avec une vérité historique non plus, parce que ça se trouve, ta réponse, elle n'est pas bonne ou elle n'est pas adaptée à son cas spécifique. Tu arrives de manière hyper humble en disant, bah tiens, j'ai déjà vu ça, ça s'était résolu comme ça, est-ce que ça peut t'aider? Point d'interrogation. Et tu vas comme ça, en fait. Tu fais une discussion normale de quelqu'un que tu veux aider. Par contre, là, il y a un point qui est important que tu as rapidement mentionné, c'est le fait que les gens vont s'intéresser à ce que tu as écrit dans ta bio, qui tu es sur Internet, etc. Et donc, avoir une présence web, à ce moment-là, par contre, fait la différence. Alors, toi, tu as déjà une excellente présence web, c'est peut-être un de tes points forts, par contre, aujourd'hui, vu que tu avais fait beaucoup d'organique avant. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on peut conseiller à tout le monde ici. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, je la mettrai en fiche quelque part, ça va apparaître en haut. Effectivement, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce qu'une bonne présence web. Donc, avoir une landing page ou un petit site web, avoir une stratégie de contenu basique où les gens comprennent de quoi on est l'expert. Enfin, ça, c'est un peu la base quand même parce que le premier réflexe des gens quand on nous écrit, c'est d'aller en échange, aller voir le profil pour comprendre qui est cette personne qui nous écrit. Donc en fait, avoir une présence web va être important pour la conversion et pour la réponse au message même. J'imagine peut-être même qu'avant de répondre à ton premier message, les gens vérifient que tu es legit, puis reviennent vers toi. Ça arrive, c'est pas toujours le cas, mais par contre, tu sais que les gens voient forcément ton titre sur LinkedIn. Donc, c'est important que ce Ouais. soit clair à ce niveau-là, ce que tu fais. Et idéalement, éviter les jets des entreprises, machin, parce que ça, par contre, c'est un flag de il veut me vendre quelque chose. Donc, faut rester neutre quand même à ce niveau-là. Enfin, je pense Ok. que c'est un prérequis pour cette approche-là. Il y a des gens qui peuvent le faire, mais pas avec cette méthode-là. Ça relève un peu le bouclier des gens, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure. Ouais, non, c'est intéressant. Et puis bon, j'ai envie de dire que aussi dans ta méthodologie, tu conseilles de partager du contenu. Donc quelque part, c'est d'une pierre deux coups parce que tu partages du contenu sur ta présence web qui te permet de te positionner en tant qu'expert et de convertir le trafic qui va venir te découvrir. Et en même temps, ça te crée du contenu dont tu peux te servir dans le cadre de ton setting. Je tiens juste à réagir à tout ça avec une anecdote que j'ai déjà partagée ici, mais
mes 2 premiers vrais clients de mon agence, donc après les 6 mois de galère où j'avais des clients un peu à la con. Quand je dis à la con, je pèse mes mots, hein, c'est des contrats à 50 € pour une campagne publicitaire ou à 500 € pour un e-commerce avec tout un flow d'email marketing, hein. Donc c'est vraiment des contrats que je n'aurais jamais dû faire, mais c'est de ma faute. Bref, mes deux premiers vrais clients, donc des contrats à plus de 2 000 € par mois en récurrence, je les ai eu un peu comme ça. À l'époque, c'était il y a 8 ans, hein. Donc c'était via des groupes Facebook. J'étais allé dans des groupes Facebook d'entraide et en fait, dès que quelqu'un posait des questions sur le marketing numérique, sur la publicité Facebook notamment, à l'époque, c'était vraiment à la mode. Et ben, j'allais répondre gratuitement à toutes leurs questions. Et à chaque fois que je répondais à quelqu'un dans le groupe Facebook, j'allais derrière voir son profil, voir s'il avait une entreprise et voir un peu la taille de l'entreprise. Et quand je voyais qu'il avait une vraie belle PME, et bien derrière, je trouvais son numéro de téléphone et j'appelais. Apporter de la valeur avant de prendre le contact, ça change tout. Ça change clairement la façon dont les gens vont te voir dans tous les cas, en fait. Ils te voient pas comme un commercial, mais comme quelqu'un qui les aide. Je le répète, mais c'est clairement ça. Dans la tête des gens, les gens te mettent dans des cases dans tous les cas. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui veut me vendre quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui est du côté ami de la force parce qu'il me donne des choses gratos en plus sans que je lui demande quoi que ce soit sur des points de douleur spécifiques, comme dans ton exemple, finalement, il avait une douleur hyper spécifique, tu arrives, tu la résous. Bon, bah, il y a limite aussi un côté redevable derrière qui se crée. Et la levée de bouclier, elle est au minimum parce que tu as déjà montré que tu étais digne de confiance sur un sujet. Donc ça change tout dans le démarrage d'une relation. Une question importante, je pense, pour tout le monde là, c'est combien d'approches tu fais par semaine? Parce que ça, c'est un très gros sujet. On a un peu des bras de fer au quotidien avec ça parce que, bien sûr, il faut faire de la moi, j'ai 2 messages généralement. Le premier message qui est: il faut faire de la qualité, il faut qualifier en profondeur les prospects. Mais j'ai quand même un deuxième message qui est que, bah, faut se le bouger un peu pour avoir des résultats et que même si on fait 5 approches très, très qualifiées par semaine, ça peut être très long d'avoir des premiers clients parce que derrière, il faut un peu de volume. Donc je te pose la question à toi, quel volume tu fais? En étant très occupé, en ayant peu de temps au final. Bah, tu vois, tu as le côté volume negates luck, hein. Euh, Moi aussi, j'avais Mmh. cette approche où tu vas choisir des gens. Oui, ça c'est une chose. Par contre, à ISO pourcentage, donc au même pourcentage de taux de réponse avec les gens, bah forcément, si tu en mets plus en entrée, tu en auras plus en sortie. Donc c'est des maths, hein, il n'y a rien à changer. Et du coup, moi, mon objectif, il est à 150 nouveaux contacts par semaine. Là, c'est ambitieux, c'est un objectif à la Hormozy, du coup, j'y arrive pas. Là, je suis à 50 par semaine, ce qui est, en gros, ça fait 10 par jour ouvré, tu vois, c'est pas énorme. Tu vois, dans une journée, tu as des gens, ils sont sur Netflix, et tu peux les faire en étant sur Netflix ou en faisant la popote, hein, de toute façon, tes messages. Donc, tu es sur ta messagerie, tu es sur ton appli, tu peux parler à au moins 10 personnes par jour ouvrées ou ouvrables. C'est quasiment rien. Donc, les 150, j'aimerais bien y arriver. Le fait d'avoir bah, l'agence, ma boîte sur la formation, euh, un gamin, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est une excuse. C'est pas Hormozy, c'est Schwarzy qui déteste les excuses, mais j'ai bon espoir d'ici septembre d'y arriver s'il était un peu plus calme côté agence. Donc ça fait 3 fois plus. Autant les 50 approches, effectivement, tu peux les faire en faisant autre chose. Alors déjà, tu le vends bien, parce que si on peut le faire à côté de Netflix, déjà, ça donne envie de le faire. Mais par contre, le temps de qualification, lui, comment tu t'y prends? Parce qu'il faut les trouver, ces 50 contacts, avant de leur écrire. Bah, le temps, il est un peu plus long. Il y a deux méthodes. Au début, je faisais mes listes moi-même, mais pareil, avec Sales Navigator, ça va. Tu as d'autres outils, tu vois, même Lemlist, ils ont un truc avec de l'IA pour te trouver des prospects, etc. Enfin, c'est très B2B, grosse boîte. Tu trouveras pas les TPE dedans, mais tu peux trouver des listes assez facilement comme ça. Et de toute façon, tu es conditionné au fait que les gens acceptent ta demande d'invitation sur LinkedIn. Donc ça, c'est un Hmm. sujet. Et là, ça fait un mois. Donc le premier mois, j'ai voulu tout faire moi-même pour bien maîtriser. Et mine de rien, c'est des invitations qui partent de ton compte. Donc tu veux être sûr aussi d'avoir les bonnes personnes derrière. Parce que tu es limité en contact quand même sur LinkedIn. Donc faut, tu peux pas choisir tout. Enfin, tu peux pas embarquer tout le monde dans tous les cas. Si tu as un compte payant, je crois que tu peux envoyer jusqu'à 200 invites par semaine. Donc les 150, ça passerait. Mais comme tu dis, le problème, c'est les listes. Et là, c'est ma virtual assistant donc assistante virtuelle, assistante de direction, on appelle ça comme on veut, freelance, qui fait du sourcing sur base de critères que moi je lui ai donnés, euh, donc sur mes ICP, enfin sur mes Ideal Customer Profile, donc les personnes avec qui je voudrais travailler. Et elle va chercher ces listes-là et elle va en chercher en permanence. Donc ça, pour le marché européen et la France en particulier, c'est sous-traité maintenant parce qu'elle a les critères et elle est autonome et elle m'alimente en lead toutes les semaines.
C'est bon comme process ça. Donc tu as une vie qui trouve les profils à partir de la charte que tu lui as donnée et toi tu les ajoutes et tu t'occupes de la conversation, donc tu gardes la main sur la prospection et si un rendez-vous tombe, qui s'en occupe? S'il y a un rendez-vous qui tombe, par contre, c'est moi qui prends pour l'instant. Enfin, c'est moi. C'est un Calendly qui est partagé avec l'équipe. On est trois à closer dans l'équipe et ça tombe aléatoirement pour avoir le plus de dispo possible, mine de rien. Ça tombe comme ça. Euh, Sauf si c'est quelqu'un où c'est hyper spécifique et où la personne voulait me parler à moi. Là, il y a un Calendly où c'est que moi. Donc ça, c'est un peu différent. Ouais, bah, si c'est Decathlon qui veut un rendez-vous, c'est toi qui y vas quoi. Mais par contre, tout part de mon compte. Donc il y a ça aussi. Mais du coup, oui, OK. j'ai filé mes accès LinkedIn aussi, par contre. C'est un autre sujet. Mon compte LinkedIn, c'est open bar. C'est super intéressant. Donc si on synthétise, donc tu choisis une industrie alors, est-ce que tu as un facteur qui va t'aider à choisir une industrie, une verticale, enfin une niche, hein, comme on dirait? Est-ce qu'il y a un truc qui te fait choisir certaines niches plutôt que d'autres ou pas? Pas spécialement, ça va être là où j'ai eu des résultats par le passé, je vais forcément axer plus dessus, pour le coup. Mmh. Euh, Après, on a quand même des profils clients bien différents avec l'agence. On était historiquement très e-commerce. Là, aujourd'hui, dans notre top 5 clients, on a deux qui font quand même de la génération de leads. Donc, on a aussi mis là-dessus. Et l'idée, c'est d'équilibrer et d'avoir une semaine sur deux un e-commerce, une semaine sur deux de la génération de leads. Aussi, pour moi, dans ma tête, ça aide dans les nouvelles discussions, on va dire, à mettre en route le cerveau d'un côté ou de l'autre. Même si tu as un critère qui vient un peu perturber ça, j'y avais pas pensé alors que c'est tout con, c'est que les gens acceptent pas forcément ton invitation le jour où tu envoies l'invite. Donc des fois, tu as Ouais, des personnes d'il y a 2 semaines qui viennent d'arriver. C'est généralement des gens qui sont moins sur LinkedIn, donc de toute façon, le taux de réponse, il est un peu moins fort. Et ça, la petite astuce sur Sales Navigator, pour ceux qui l'ont pris sur LinkedIn, c'est tu peux filtrer sur le fait que les gens aient été actifs dernièrement. Donc comme ça, tu gommes un peu ceux qui se connectent une fois par an. Parce que ça casse un peu le mécanisme de prospection dont on est en train de parler. bonne astuce et puis après, bah, c'est un cycle qui se lance. Donc du coup, OK, donc tu choisis ta niche, la verticale qui t'intéresse au moment T. Tu repères les bons profils sur Sales Navigator. Ta VA le fait aussi pour toi, tu le fais par toi-même au début, puis après tu peux déléguer à une VA si tu veux. Ensuite, tu les ajoutes tous. Ceux qui t'acceptent, du coup, tu entames la conversation, tu leur apportes de la valeur, tu trouves un point commun. Et la conversation est avant tout donc une conversation d'apport de valeur jusqu'à ce que tu aies une brèche évidente sur laquelle tu peux proposer un rendez-vous pour continuer la conversation de vive voix. Et cette conversation devient donc ton R1 qui peut aboutir sur une clientèle. Et ça, tu le fais 50 fois par semaine aujourd'hui avec l'objectif d'aller à 150 fois par semaine d'ici la fin de l'année. C'est ça. Bon résumé. Bah écoute, c'est ultra carré. Merci beaucoup, Maxence. Et ça, bah effectivement, c'est applicable à n'importe qui. Ah oui, et puis un dernier point, tu as une présence web, et ça c'est important, tu crées du contenu qui vient te positionner et qui fait que quand les gens fouillent ton profil, ils sont rassurés. Mais ouais, c'est un bon. Moi j'aime beaucoup, hein. Bah, c'est quelque chose avec lequel je suis familier aussi, c'est quelque chose que je conseille aussi. Et je suis 100% aligné avec toi, donc c'est très très cool. Mais ça fait plaisir parce qu'habituellement on le met dans un contexte de démarrage. Et si on voit que dans un contexte de scaling, c'est exactement la même chose, même avec des gros chiffres. C'est ça. Limite, tu as plus le temps. Quand t'as pas de clients, tu as plus de temps mécaniquement. Donc, let's Et ouais. go. Et ouais. Et ça, c'est directement validé par la team Hormozy, donc au top. Écoute, merci beaucoup, Maxence. C'est vraiment cool. Et bah, j'ai hâte qu'on fasse d'autres petites interviews comme ça, d'autres conversations sur différents sujets. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de cet échange, de cette vidéo. Dites-nous un peu les sujets que vous aimeriez qu'on aborde, ce qu'on peut creuser dans l'agence de Maxence, voir un petit peu aussi ce qu'on peut creuser en termes de process ou ce qui peut vous intéresser, peut-être des choses qu'on a appris suite à Hormozy. Dites-nous en commentaire ce qui vous intéresse. Et puis, j'ai très très hâte qu'on refasse ce genre de vidéo. Merci beaucoup à toi. Yes. Merci beaucoup, Valentin. À très vite. À très vite.